Nous allons écouter tout à l'heure le professeur Jean Sibilia. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de l'introduire maintenant. Monsieur Sibilia, je le remercie beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Il est l'ami de la LITAR puisqu'il est membre d'honneur de la LITAR. Le professeur Jean Sibilia est chef de service de rhumatologie du CHU de Strasbourg, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg depuis 2011, puis réélu en 2016. Il est responsable du Centre national de référence des maladies auto-immunes systémiques. Il est chercheur et membre de nombreuses sociétés savantes au plan international. Jean Sibilia est rédacteur de plusieurs publications scientifiques et auteur de plusieurs communications. Il co-dirige le Centre national de référence des maladies auto-immunes systémiques rares du CHU de Strasbourg depuis 2007. Et il est directeur adjoint de l'unité de recherche immunorhumatologie moléculaire. C'est notre thème aujourd'hui, l'immunorhumatologie. D'abord, je passe la parole au docteur Mrabat. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les membres du bureau de la LITAR et à leur tête le professeur Lies Boagina pour l'organisation de ce congrès, par ces temps difficiles et par ces circonstances exceptionnelles de Covid. Donc, nous allons avoir la chance d'avoir notre cher Jean Sibilia pour nous présenter donc Best of Immunorhumatologie. Moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse personnelle. Donc, vous connaissez tous et toutes les qualités professionnelles du professeur Jean Sibilia. Je vais juste vous parler. C'est quelqu'un de très gentil, d'humble, toujours égal à lui-même, toujours à l'écoute. Et je remercie le professeur Laïs Zakraoui qui m'a permis la chance de faire mon stage chez lui en 2004 et en 2005. Nous allons donc tout de suite commencer notre conférence. Et Jean, à vous la parole. Bonjour pour cette réunion de la LITAR à laquelle j'aurais vraiment adoré participer. Alors, on va le faire encore une fois en distanciel et je regrette voilà, beaucoup de ne pas être avec vous et j'espère vraiment qu'on sera ensemble vraiment très très vite et avec un grand bonheur après tous ces mois très très difficiles. Donc merci pour l'invitation et on va partager un best-of en fait, hein, c'est quelque chose de très intéressant, partager un peu l'info, les nouveautés dans le domaine de l'immunorhumatologie. Et je vais essayer de traiter différents domaines en 20-25 minutes et je serai disponible évidemment pour vos questions si vous le souhaitez. Diapositive suivante. Donc, ce best-of, diapo suivante, je vais vous le présenter, diapo suivante, sous la forme d'un premier sujet, c'est quid dans l'immunité. Alors, pourquoi, diapo suivante, pourquoi je vous présente cette première partie? C'est que la crise Covid et toute la connaissance qu'on a accumulée en termes de virologie et d'immunologie surtout, elle a permis de faire des progrès assez incroyables et notamment de mieux comprendre ce qu'est le système immunitaire, comment fonctionne notre système immunitaire. Alors, je vous montre un premier article que j'ai trouvé absolument passionnant, très récent, qui est l'étude de la réponse innée, c'est-à-dire la réponse inflammatoire, en réponse à une bactérie ou un virus, en essayant de l'étudier à travers les espèces, dans la phylogénie des espèces. Diapo suivante, et c'est tout à fait intéressant, ça montre en fait, quand on étudie les primates, c'est-à-dire 4 primates, dont l'homme, le chimpanzé, l'orang-outan ou le macaque, on observe en fait de façon tout à fait étonnante que la réponse inflammatoire n'est pas la même chez l'ensemble des primates et en particulier, c'est le résultat de ce travail. Je ne vous décris pas les résultats de façon très très détaillée, mais le message de ce travail est simple, c'est que la réponse inflammatoire chez l'homme, elle est beaucoup plus précoce et beaucoup plus intense que chez les autres primates. Donc, on répond différemment en termes de réponse inflammatoire aux agents pathogènes, bactériens et viraux. Quand on est un Homo sapiens, c'est différent et même différent du chimpanzé. C'est assez inattendu et ça explique peut-être pourquoi l'espèce humaine fait des maladies infectieuses peut-être plus sévères que certains
autres animaux et pourquoi certains animaux, certains mammifères portent des virus sans être malades, notamment les primates. Hein. L'homme est un peu fragile parce qu'il a une réponse inflammatoire très intense qui doit le protéger contre autre chose, bien sûr, mais qui est très intense et qui peut le rendre un peu plus malade que les autres primates. Diapo suivante. Cette étude, en fait, plonge au centre de la réponse inflammatoire, de la réponse immunitaire induite par les virus. Et un autre travail, là aussi je le décrirai très succinctement, c'est de décrire finalement ce qui se passe quand on est infecté par SARS-CoV-2 ou par le virus de la grippe ou par d'autres agents infectieux qui donnent des pneumonies. Résultat, diapo suivante, de ce travail très récent. Le résultat, diapo suivante, montre que la réponse immunitaire n'est pas la même, voilà, n'est pas du tout la même que celle dans les pneumopathies communautaires. Vous voyez qu'à droite, vous avez une réponse, tous les éléments qui marquent une réponse immunitaire et inflammatoire importante, avec toute l'expression de marqueurs endothéliaux, de marqueurs d'inflammation, de marqueurs checkpoint. À droite, dans l'infection Covid-19, à gauche, dans les pneumopathies communautaires. Vous voyez que finalement, on ne répond pas du tout de la même manière aux virus, aux bactéries ou même à un même virus. Hein. On peut avoir des réponses extrêmement différentes avec des molécules qui sont très exprimées, d'autres moins exprimées. C'est une présentation très intéressante pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez le schéma d'en haut à droite. Il y a des éléments communs à la réponse à des agents infectieux communautaires et des éléments spécifiques dans les deux cas, et notamment des éléments spécifiques à l'infection à SARS-CoV-2. Diapo suivante nous mène à un article, là aussi, qui peut être extrêmement utile pour comprendre l'inflammation et donc mieux comprendre l'immunorhumatologie. C'est un travail de synthèse sur l'ouragan cytokinique qui survient dans différentes circonstances. Diapo suivante. Ce travail de synthèse dans le New England Journal of Medicine montre en fait que l'orage cytokinique, il dépend véritablement de la cellule en cause et qu'il y a, selon les cellules en cause, selon les effecteurs, vous avez des conséquences différentes. Donc, je ne décris pas ce travail qui est une mise au point très complète hein, sur le sujet, mais ça peut être un article de synthèse qui peut vous intéresser pour essayer de comprendre comment se passe, comment se fait l'orage cytokinique hein, inflammatoire dans les différentes maladies qu'elles soient infectieuses ou dans les maladies immunologiques. Voilà pour cette brève introduction au cœur de l'inflammation avec 3 articles qui m'ont semblé très intéressants, très instructifs. Le thème suivant, diapo suivante, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, quid de l'actualité dans la polyarthrite rhumatoïde. Et j'ai choisi, en fait, pour illustrer cette thématique, des études cliniques, diapo suivante, et notamment une étude clinique qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est la comparaison face-face randomisée d'un JAK inhibiteur, l'upadacitinib, et l'abatacept, hein, L'Orencia, que vous n'avez pas, mais que nous utilisons depuis longtemps, qui est un modulateur de la co-stimulation. Molécule très intéressante qu'on utilise depuis une quinzaine d'années, qui a chez nous l'AMM dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, comparer face-face dans la polyarthrite rhumatoïde à un JAK inhibiteur. Ce qui est très intéressant dans ce face-face randomisé, c'est qu'on compare une molécule biologique, une protéine de fusion, l'abatacept, à une molécule chimique, l'upadacitinib, hein, qui est un JAK inhibiteur de nouvelle génération. Les résultats, je vais vous les montrer sous une autre forme. Diapo d'abord suivante pour vous montrer un peu l'organisation de cette étude, hein, qui est une grande étude, avec 600 malades qui ont été randomisés, à peu près 300 dans les deux groupes, avec 273 et 76 malades qui ont été analysés in fine à 24 semaines. Diapo suivante, donc traités par soit de l'upadacitinib, 15 mg une fois par jour, soit de l'abatacept, hein, L'Orencia, en intraveineux une fois tous les mois, parce que c'est le mode d'administration. Et puis, on regarde après 24 semaines, hein, le primary endpoint, c'est la modification du DAS-CRP, c'est peut-être un peu critiquable. Et puis, il y a une deuxième partie de l'étude que je ne montrerai pas, qui est l'Open Label Extension à 5 ans, qui est la partie ouverte où tout le monde est traité par upadacitinib. Diapo suivante pour montrer les résultats. Et voyez qu'en termes de résultats, vous avez une différence entre les deux molécules en faveur de l'upadacitinib, hein, en termes
de rémission ou en termes de low disease activity. Donc, clairement, sur ces critères de faible activité ou de rémission, en particulier sur le critère principal qui est la variation du DAS28-CRP, vous avez un bénéfice significatif en faveur du JAK inhibiteur, de l'upadacitine. Donc, très intéressant parce qu'on a très peu d'études, diapo suivante, d'études face-face randomisées, études qui montrent d'ailleurs, c'est intéressant, une tolérance très acceptable dans les deux groupes avec, vous voyez, à peu près le même nombre de complications, même si on regarde uniquement les SAE, c'est-à-dire les Serious Adverse Events, vous avez 2 fois plus, mais c'est 5 contre 10, hein, sont des petits effectifs. Vous avez un peu plus d'événements indésirables avec le JAK inhibiteur, mais vous voyez qu'avec ce JAK inhibiteur, vous n'avez en particulier pas plus d'infections sérieuses de façon significative, ni d'herpès d'ailleurs. Un petit élément de surprise, c'est que vous avez plus d'hepatic disorders, de perturbation du bilan hépatique, hein, mais c'est probablement lié au mode d'action de cette molécule. En tout cas, pas d'événements indésirables sérieux, et notamment, ce qui est très important, vous voyez, alors ça se discute, hein, qu'en termes de MACE, hein, d'accident cardiovasculaire et d'accident thromboembolique, c'est 1-0, 2-0. Alors, c'est vrai, c'est 1 et 2-0 dans le groupe upadacitinib, hein, et 0 dans le groupe abatacept. Hein. Ça rappelle aussi d'ailleurs simplement que l'abatacept est une molécule extrêmement bien tolérée. Donc, c'est une étude face-face très intéressante. Le petit bémol peut-être qu'on peut évoquer, c'est une étude qui se fait contre un comparateur qui est l'abatacept, promu par AbbVie, avec un indicateur qui est le DAS-CRP, qui n'est pas forcément le DAS-CRP, l'indicateur retenu internationalement pour mesurer l'efficacité des drogues, notamment parce qu'une drogue anti-inflammatoire puissante comme un JAK inhibiteur a un effet sur la CRP, évidemment l'abatacept aussi, mais peut-être moins qu'un JAK inhibiteur. Donc, il y a un petit côté fair play peut-être, hein, qu'il faut mettre en avant, d'avoir choisi cet indicateur. Il aurait peut-être valu choisir peut-être le CEDAI, peut-être un indicateur d'évaluation clinique qui n'implique pas une évaluation biologique pour ne pas, j'allais dire, polluer un peu l'évaluation par une efficacité biologique. Mais voilà, c'est un commentaire. Je pense que cette étude a fait couler beaucoup d'encre. Elle montre aussi la puissance des JAK inhibiteurs, hein, très clairement. Et on le savait, hein, il y a des études comparées face-face avec les anti-TNF, donc c'est des molécules qui sont très efficaces. Diapo suivante, deuxième étude sélectionnée dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est une étude tout à fait passionnante, diapo suivante, qui est une étude qui étudie le concept de traitement guidé par l'histologie. Alors, c'est un travail de nos amis belges, hein, qu'on connaît bien, et les Belges font des petites biopsies des articulations des doigts, et à partir de là, ils obtiennent des prélèvements histologiques qu'ils analysent soit en histologie, soit en biologie moléculaire. Et ils ont proposé une étude où, sur la base de l'analyse histologique ou biologique de la synoviale, ils comparent 2 traitements en face-face randomisé, rituximab comparé à tocilizumab dans des polyarthrites rhumatoïdes qui ont échoué aux anti-TNF, hein, dans les formes les plus sévères. En d'autres termes, par la biopsie synoviale d'une petite articulation dans ces formes réfractaires, on essaie de savoir quel est le profil, qu'est-ce qui pourrait permettre de prédire la réponse du rituximab ou du tocilizumab. La diapo suivante montre cette étude qui est une étude sophistiquée et qui permet de voir que les malades ont été classés. Donc, vous voyez dans la partie médiane du tableau que vous avez une classification des malades en B-cell poor patients ou B-cell rich patients. En fait, la classification, soit histologique, soit moléculaire, a permis de dire si la synoviale était riche en lymphocyte B ou pauvre en lymphocyte B. Résultat de ce travail publié dans le Lancet, alors le résultat est plutôt un peu décevant. Vous pouvez passer la diapo suivante. Le travail est plutôt décevant et voilà les résultats exprimés comme dans l'article du Lancet, mais je vais vous montrer sur la diapo suivante le résumé de ces résultats, classés ou en B-cell rich ou B-cell poor, et on voit que finalement, quand on compare les 2 traitements en fonction de l'histologie, finalement,
il n'y a que les malades pour lesquels on a pu les classer en bicelle pour par la biologie moléculaire qu'on voit une différence entre les deux traitements. Si on prend les malades classés bicelle rich ou bicelle pour histologie, on ne voit pas de différence significative entre les deux traitements. Et c'est donc que par la classification moléculaire des formes histologiques pauvres en lymphocyte B qu'on voit que dans ces formes de synoviales qui sont pauvres en lymphocyte B en biologie, vous avez un bénéfice franc en faveur du tocilizumab versus le rituximab. Je vous le dis avec d'autres mots, si un prélèvement n'est pas très riche en lymphocyte B par des marqueurs de biologie moléculaire, vous avez plus de chances d'avoir une efficacité par une molécule anti-inflammatoire puissante comme le tocilizumab que par une molécule anti-B qui est le rituximab. Ça paraît presque une évidence, encore fallait-il démontrer. Vous voyez, c'est des résultats, c'est un des prémices de la médecine personnalisée et personnalisée sur l'histologie, sur la synoviale étudiée en histologie ou la synoviale étudiée en biologie moléculaire. Voilà ce travail que je voulais vous citer, qui mériterait un peu plus de commentaires encore, mais j'ai essayé de vous donner le message principal. Diapo suivante, dans un troisième domaine, qui est celui des vascularites. Alors, les vascularites, toujours beaucoup d'actualité pour des maladies rares. Diapo suivante, avec une actualité principale, je pense qu'elle est tout à fait passionnante, c'est l'évaluation d'une nouvelle molécule qui est l'avacopan. L'avacopan, c'est un anticorps monoclonal anti-récepteur du fragment 5 du complément, avec une étude, diapo suivante, qui est une étude intéressante, puisque l'idée était dans des vascularites en cas, c'est d'être capable de mettre ces vascularites en cas en rémission sans cortisone, en comparant un traitement de référence aujourd'hui dans les vascularites en cas, qui est le rituximab, à de l'avacopan ou le placebo. Donc, vous voyez, le design est assez simple. Traitement de référence dans près de 330 vascularites en cas, le rituximab. On le compare avec des corticoïdes, bien sûr, dans le bras de référence, comparé à, dans le bras étudié, de l'avacopan sans corticoïdes. Publié dans le New England Journal of Medicine, résultat, diapo suivante, on voit les résultats qui sont tout à fait intéressants. On voit que sur un fond de rituximab, si vous ajoutez la cortisone versus l'avacopan, puisqu'on compare les deux stratégies pour permettre de mettre en rémission, on peut mettre en rémission avec l'avacopan sans cortisone, avec un niveau supérieur de rémission qu'avec la cortisone. Donc, cet anti-inflammatoire puissant qui est un anti-récepteur de la fraction C5 du complément fait mieux que la cortisone et permet, en complément du traitement immunomodulateur par rituximab, d'améliorer la rémission complète de ces malades. Et peut-être de la maintenir, mais ça, c'est une autre question. Diapo suivante. Pour vous montrer la tolérance de l'avacopan, vous voyez qu'il y a une tolérance tout à fait correcte, puisque vous avez très peu de choses. Et ce médicament, dont le bénéfice-risque a été bien évalué maintenant, a permis d'obtenir une date d'approbation par la FDA très récemment, le 7 octobre dernier. Donc, c'est un médicament qu'on devrait avoir, j'espère, assez rapidement et qui permettra certainement d'avoir des stratégies thérapeutiques moins toxiques, avec moins de cortisone. Diapo suivante, qui aborde le problème des myosites. Alors, myosite, quelle actualité dans la myosite? Une seule actualité. Diapo suivante. J'ai sélectionné un seul article, qui est un article publié en 2020, sur le suivi prospectif des myosites sur les années 90 aux années 2020, en fait, sur globalement 2 décennies dans le centre national allemand, où on étudie sur les 2 décennies de 97 à 2000 et de 2000 à 2017. Vous voyez que globalement, les malades vont mieux. Le VA médecin et le VA patient est moins importante. Et vous voyez aussi, quand on regarde l'utilisation des médicaments, vous voyez que les malades sont moins cortisonnés, très concrètement moins cortisonnés, moins hospitalisés, et ils ont des conséquences en termes de congé de maladie, de retraite anticipée moins grands. Diapo suivante pour vous montrer le complément de cette étude. Diapo suivante qui montre, d'autres indicateurs en termes d'évolution sur les 2 décennies. Diapo suivante. Et ça vous montre, ouais, la diapo, revenez en arrière, la diapo précédente. Voilà.
Non, la suivante, voilà, celle juste après. Voilà. Vous montre que qu'est-ce qui explique que les malades vont mieux? C'est probablement qu'on utilise beaucoup plus les traitements dans la nouvelle décennie, aussi bien dans les dermatomyosites, dans les polynosites. On utilise plus les traitements immunomodulateurs. Autrefois, on utilisait presque que des corticoïdes dans ces maladies. Aujourd'hui, moins de corticoïdes, mais plus de méthotrexate, plus de MMF, beaucoup plus de MMF et aussi beaucoup plus de biologiques, hein, de rituximab. Donc, je pense que le meilleur pronostic très net en termes notamment même de mortalité, comme je vous l'ai montré, s'explique par une meilleure prise en charge avec l'utilisation des traitements immunomodulateurs de meilleure façon qu'autrefois. Donc, il y a un vrai progrès dans la prise en charge de ces myopathies inflammatoires. Avant-dernière rubrique, la rubrique de la sclérodermie. Alors, beaucoup d'actualités dans la sclérodermie, diapo suivante. La sclérodermie, en particulier, diapo suivante, avec deux actualités. La première actualité, c'est quelle drogue immunomodulatrice qui pourrait peut-être être efficace dans la sclérodermie. Et notamment, le TOCI, qui est un inhibiteur monoclonal de l'IL-6 récepteur, avec un premier résultat, diapo suivante, dans cette étude publiée dans le Lancet. Vous voyez que dans cette étude, qui est l'expression cutanée de l'évaluation cutanée, le tocilizumab ne fait pas mieux que le placebo. C'est un peu mieux, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Vous voyez qu'on regarde le score cutané de Rodnon modifié, c'est comme ça qu'on regarde l'efficacité. Ce n'est pas génial, mais c'est une façon de faire. En tout cas, pas de différence entre le placebo et le tocilizumab dans ces sclérodermies. Mais, très intéressant, diapo suivante, c'est le résultat sur la respiration, l'atteinte respiratoire, en particulier, l'indicateur qu'on regarde toujours quand on regarde la respiration, c'est la capacité vitale forcée. Et là, vous voyez, c'est très intéressant, hein, en termes de capacité vitale forcée, vous avez une différence significative entre le placebo et le tocilizumab en faveur du tocilizumab, comme si le tocilizumab, et ça devra être vérifié, a un effet de prévention sur l'atteinte pulmonaire des sclérodermies, qui est, vous le savez très bien, une atteinte très embêtante, très grave dans un bon nombre de cas. Voilà pour la première actualité. La deuxième, c'est un scoop, hein, dans les maladies fibrosantes du poumon, diapo suivante, c'est l'évaluation positive d'inhibiteurs des kinases et notamment du nintedanib, qui est un inhibiteur de kinase, notamment des kinases qui gèrent les molécules de la fibrose et qui est donc un antifibrosant. Diapo suivante. Vous voyez cette molécule qu'on appelle le nintedanib, et vous voyez que cet inhibiteur de kinase permet d'avoir une action sur des protéines fibrosantes et des protéines de l'angiogénèse. Hein. Vous voyez, le PDGF, le FGFR et le VGFR, hein, sont des molécules qui sont ciblées par cet inhibiteur de kinase. Hein. Donc, vous avez un effet antifibrosant, mais aussi justement anti-angiogénique et anti-inflammatoire par cet inhibiteur de kinase. Diapo suivante, pour montrer les résultats de l'étude SEN6, hein, qui est une étude randomisant cet inhibiteur de kinase à un placebo, avec les résultats. Diapo suivante, en termes de bénéfices respiratoires. Et vous voyez sur le même indicateur, sur cette capacité vitale forcée, vous avez un bénéfice significatif, hein, de 44%. Vous avez une amélioration ou une non-dégradation de l'atteinte pulmonaire, hein, avec 44% de bénéfices, hein, pour les malades traités avec cet inhibiteur de kinase. Diapo suivante, et qui vous montre les résultats présentés en diapo suivante un tout petit peu différemment, voilà, présentés sur le score cutané. Et comme précédemment, vous avez vu, comme précédemment, il n'y a pas d'effet sur le score cutané. Cet antifibrosant, en tout cas dans cette étude, hein, maintenant on peut imaginer que d'autres populations pourraient être étudiées, vous n'avez pas d'effet antifibrosant positif, hein, mais vous avez un effet pulmonaire protecteur. Diapo suivante. Ce qui mène à un article de synthèse, c'est la tolérance que vous pouvez passer. C'est une molécule, comme tous les inhibiteurs de kinase, qui expose à quelques problèmes, notamment de nausées, hein, de vomissements, de diarrhée, hein, bien plus que le placebo, comme vous voyez. Mais ce que je voulais montrer, diapo suivante, c'est un peu une synthèse aujourd'hui, un article qui est important, qui est un article qui fait une mise au point sur la stratégie thérapeutique dans les atteintes pulmonaires de la sclérodermie. Diapo suivante, vous allez voir l'algorithme que je ne vais pas détailler, mais qui vous montre qu'il y a deux cas de figure quand on a une sclérodermie, où l'atteinte interstitielle est cliniquement active, ou elle n'est que radiographique, et qu'en fonction
de ce type d'atteinte. Aujourd'hui, on a des stratégies d'immunomodulation et des stratégies antifibrosantes. La question est de savoir comment on combine les deux, c'est un peu tôt, mais aujourd'hui, vous voyez qu'on commence à avoir des algorithmes de décision dans les atteintes pulmonaires de la sclérodermie avec des molécules qui, enfin, apportent une efficacité significative. Je pense que c'est un point extrêmement intéressant pour l'avenir. Je crois que c'est l'avenir de cette maladie, elle n'est pas encore guérie, mais on fait bien mieux qu'on ne faisait autrefois. Diapo suivante pour aborder l'avant-dernière pathologie qui est la maladie de B7, qui vous intéresse beaucoup, moi aussi, qui est une maladie bien complexe. Diapo suivante. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas une maladie de B7 unique, mais vous verrez dans cet article du PNAS, diapo suivante, que finalement, il y a une sorte de syndrome B7. Et on voit bien que dans le syndrome B7, diapo suivante, on a évidemment la maladie de B7 à droite caractérisée par des éléments génétiques propres, et puis vous avez dans le spectre des syndromes B7 une maladie pédiatrique qu'on appelle le FAPA, qui donne des ulcères de la bouche, des adénopathies, de la fièvre, une sorte de tableau inflammatoire, jusqu'aux aftes récurrents. Et vous voyez qu'on a une sorte de spectre qui est différent génétiquement et différent cliniquement, mais qui montre qu'il y a un continuum entre la maladie de B7 et les aftes récurrents, qui sont quelque chose qu'on croyait totalement différent, mais qui sont finalement l'expression phénotypique d'un terrain génétique qui a un certain nombre de ressemblances. Et ça, c'était une découverte tout à fait passionnante. Dernière partie, diapo suivante, qui est la partie lupus. Toujours une énorme actualité dans le lupus. Je vais vous montrer, je crois, 3 choses. Première diapo suivante, première publication tout à fait passionnante dans une très grande revue, peut-être la plus grande revue scientifique du monde, Cell, montrant, diapo suivante, que finalement, ce qui peut faire démarrer un lupus, qui peut entraîner la réponse interféron qui fait le fond du lupus, c'est peut-être un dérèglement de l'érythropoïèse. Finalement, c'est peut-être le globule rouge qui participe aussi au dérèglement immunologique du lupus. Alors, voyez ce qui se passe normalement dans l'érythropoïèse. Voilà l'érythropoïèse normale. La cellule souche donne naissance à un proérythroblaste qui comporte encore un noyau et des mitochondries. Et puis, vous passez au stade réticulocyte et puis au stade globule rouge. Et le passage du stade proérythroblaste au stade globule rouge se caractérise par la disparition du noyau et la disparition des mitochondries sous la forme de 2 mécanismes, la mitophagie et l'autophagie mitochondriale. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui et ces mécanismes sont bien connus. Diapo suivante, qu'est-ce qui a été observé dans le lupus? Il a été observé dans le lupus que vous aviez une mauvaise élimination des mitochondries érythrocytaires avec j'allais dire, des globules rouges, des jeunes globules rouges qui n'ont plus de noyau, mais qui contiennent encore des mitochondries érythroblastiques avec leur ADN, parce que c'est probablement l'ADN de la mitochondrie qui est en cause. Donc, ces cellules érythroïdes lupiques gardent des résidus d'ADN mitochondrial à l'intérieur, et c'est probablement ces mitochondries et cet ADN mitochondrial qui va induire, comme ça a été démontré dans cet article, une réponse interféron, et je l'ai résumé dans la diapo suivante. Regardez, diapo suivante, vous voyez le schéma, vous avez ces cellules érythroïdes lupiques qui contiennent encore de l'ADN mitochondrial. Ça stimule la voie de l'interféron des macrophages, et ces macrophages vont faire non seulement de l'interféron, mais aussi du TNF, dans un système aggravé par l'existence d'anticorps antiglobules rouges. Donc, on a bien, dans ce modèle, démontré chez l'homme, puisque c'est chez l'homme que ça a été étudié, avec des éléments expérimentaux animaux, peut-être dans le lupus, un dérèglement précoce de l'érythropoïèse, avec une érythropoïèse pathologique susceptible d'entraîner une réponse interféron et TNF par les macrophages du malade. Donc, très intéressant, ça ouvre la porte à des cibles thérapeutiques dans le futur. Vous imaginez ce qu'on peut développer peut-être. Bien sûr, ces études extrêmement innovantes et spectaculaires doivent être répliquées avant d'être sûr de leurs résultats. Diapo suivante, avant-dernier article, et qui est l'exploration d'un mystère, diapo, qui est le mystère qui explique, cet article explique finalement comment les ultraviolets qui stimulent la peau peuvent expliquer qu'apparaissent des maladies du rein dans le lupus. Alors, voilà la réponse apportée par cet article que j'ai trouvé extrêmement intéressant, là aussi dans PNAS, dans un modèle. Alors, c'est un modèle de souris
vous exposez la souris aux ultraviolets, ce qui entraîne une hyperexpression dans la peau de la souris de différents marqueurs, et notamment l'expression de polynucléaires neutrophiles un peu particuliers et qui vont être capables de dériver vers le rein et de se localiser dans le rein pour y induire une réponse interféron. Et cette migration des polynucléaires de la peau activée par les ultraviolets se fait sous l'effet d'une cytokine qui est l'interleukine 17, qui elle-même est induite par les ultraviolets. Donc, on a, vous voyez, un élément d'explication d'un des mystères qui est comment les ultraviolets sur la peau peuvent induire une néphropathie lupique via des polynucléaires qui viennent provoquer une réponse interféron dans le rein. Dernier article pour finir, dans le lupus, qui est un article évidemment d'espoir thérapeutique nouveau. Vous connaissez le concept des CAR T-cells, hein, qui sont ces lymphocytes T autologues qu'on va expandre dans un tube à essai, les armer pour les rendre plus toxiques pour la cellule que l'on veut. En l'occurrence, ce malade était atteint d'un lupus très, très réfractaire. Vous voyez que ce malade avait tous les traitements, ou presque tous les traitements imaginables. Il était en échec de tout. Et l'équipe qui l'a traité a utilisé des CAR T-cells anti-lymphocyte B, anti-plasmocyte, anti-CD19, avec un effet absolument spectaculaire, à la fois sur les marqueurs cliniques et les marqueurs biologiques, en particulier le complément, les anti-ADN natifs qui disparaissent, voyez, sous l'effet des CAR T-cells. Donc peut-être un grand espoir thérapeutique. Je pense que c'est une procédure très intéressante parce que très puissamment anti-lymphocyte B et anti-plasmocyte, alors que le rituximab n'est qu'un anti-lymphocyte B, mais pas une thérapeutique anti-plasmocytaire, mais sont des thérapeutiques coûteuses, complexes, avec un certain nombre de risques qui vont être probablement dépassés par de nouvelles stratégies d'immunomodulation, probablement multi-cibles, où on arrivera à cibler en même temps plusieurs cibles cellulaires pour détruire ces mêmes lymphocytes B et ces mêmes plasmocytes. Voilà. En conclusion, vous voyez que l'espoir est grand, beaucoup d'actualités, beaucoup de nouvelles, beaucoup de bonnes nouvelles pour nos patients, même si tout ce best-of reste à confirmer par des études qui viendront certainement dans les mois et les années qui viennent. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Toujours un grand plaisir de vous rencontrer et d'être, je l'espère, bientôt, peut-être en janvier avec vous. Je l'espère qu'on pourra se déplacer, que je puisse revoir la belle Tunisie que j'aime tant. Merci à tous et à très bientôt.